J'ai le privilège de conclure cet après-midi qui, je crois, a été très dense en informations, en réflexion. Et je voulais faire une conclusion pour reprendre un peu de manière synthétique ce qui a été dit et puis aussi ouvrir, parce que je pense que c'est que le début de cette réflexion qu'on doit avoir. Parce qu'en effet, il se passe, depuis quelques années, il se passe quelque chose de vraiment important. On en a bien conscience tous, on est dans une période de grands changements, de grandes transformations, et c'est valable dans tous les secteurs, que ce soit le domaine des transports, de l'énergie, des médias, du tourisme. Et maintenant, c'est aussi le cas dans le domaine de l'alimentation, avec d'un côté, des comportements de consommation, un certain nombre d'évolutions sous la pression de ce que le philosophe allemand Hartmut Rosa appelle l'accélération sociale. Donc c'est à la fois la déstructuration des repas et la montée du snacking, mais c'est également toutes les attentes des consommateurs qui changent. Ça a déjà été dit, notamment par Eric en introduction, au fur et à mesure que leur sensibilité à l'environnement, au bien-être animal ou encore à l'origine géographique des produits augmente. Alors d'un autre côté, face à ces évolutions de comportement de consommation, on voit qu'on assiste à une véritable effervescence dans le domaine de l'offre, avec les multiples créations de start-up qui sont en train d'envahir tous les rayons des supermarchés, et pas seulement des supermarchés, parce que là c'est une représentation des start-up américaines, où ils sont un peu plus nombreuses encore qu'en France, mais c'est également le cas dans la restauration ou la distribution. Et ce qui est particulièrement nouveau et qui explique aussi ce foisonnement, c'est qu'il y a des investissements de plus en plus importants derrière ces startups, des levées de fonds qui sont importantes. Et à titre d'exemple tout à fait récent, et je vais vous citer des chiffres qui ne représentent pas la totalité des sommes levées par ces startups, on a par exemple Agricool qui fait de l'agriculture urbaine en container qui vient de lever 8 millions d'euros, Frischti dans la livraison de repas 30 millions d'euros, Insect, qui a été présenté tout à l'heure, 14 millions d'euros supplémentaires, on avait déjà levé, ou encore Feed, Smart Food, qui fait des substituts de repas, 3 millions d'euros. Et ça, ce sont encore des petites sommes en France par rapport, encore une fois, à ce qui se passe aux États-Unis, où on est de l'ordre de 300 millions d'euros pour Impossible Food, par exemple, avec des grands financeurs derrière qui viennent notamment de la Silicon Valley. Donc, on voit qu'on est dans une sorte de ce que certains qualifient d'âge d'or de la food tech. D'autres aussi utilisent la métaphore de la ruée vers l'or, ce qui signifie aussi qu'il risque peut-être d'y avoir pas mal de casse et que toutes les entreprises ne vont pas réussir de la même façon. Et on en a bien pris conscience aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas de refroidir les enthousiasmes de tous ces jeunes entrepreneurs. Il y a un certain nombre de jeunes dans la salle, donc le dynamisme fait vraiment plaisir à voir. Au contraire, il faut continuer. Il ne s'agit pas non plus de décourager les grands groupes qui souhaitent de plus en plus, je le disais tout à l'heure, collaborer avec ces startups ou bien avoir elles-mêmes des démarches d'innovation plus poussées. Mais on voit qu'il est vraiment nécessaire aujourd'hui d'y voir plus clair dans tout ce foisonnement. Alors je voulais partager avec vous simplement une approche qui me semble utile pour essayer justement d'y voir plus clair, et donc une certaine méthode également, qui consiste donc en 3 étapes. Déjà, mesurer ce que représentent réellement ces évolutions. Parce qu'en effet, si on s'en tient au discours médiatique, on peut avoir l'impression qu'on est dans un véritable basculement, par exemple vers le végétarisme, voire le véganisme, puisque c'est des termes qui sont souvent utilisés dans la presse. Déjà, ce n'est pas la même chose. Et puis, voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, la part des végétariens en France, aujourd'hui, selon les enquêtes, elle diffère parce que la méthodologie est différente, mais elle est entre 1,7%, 2, 3%. Donc on voit qu'on n'est pas dans ce basculement qui est évoqué. Et la part des véganes serait comprise entre 0,1% et 0,5%. Ensuite, quand on parle de consommation locavore, ce qui a été aussi évoqué, il faut rappeler que les circuits courts, aujourd'hui, ne représentent encore que 8% des modalités d'approvisionnement et que la grande distribution reste ultra majoritaire, bien entendu. Encore un dernier chiffre sur l'e-commerce. De nouveau, c'est très balbutiant pour l'alimentaire. C'est encore moins de 5% des ventes. Alors évidemment, il faut regarder l'ordre de grandeur aujourd'hui, également le rythme d'évolution, puisque c'est ça qui va nous permettre de nous projeter dans le futur, tout en sachant qu'on ne peut pas simplement faire une extrapolation de taux de croissance. Il faut regarder ce qui se passe dans les jeunes générations, il faut regarder un certain nombre de choses. Du côté, cette fois-ci, de l'offre des innovations technologiques.
Je voudrais simplement vous rappeler, il faut faire très attention aux effets d'annonce. Parce qu'un certain nombre d'innovations sont présentées comme étant déjà sur le marché, alors que ce n'est pas le cas. Et ça s'explique parce que leurs concepteurs cherchent justement à lever des fonds et donc font des pitchs ou présentent leurs produits qui ne sont en fait que des prototypes et souvent même à l'état simplement d'idées à la presse. Et c'est repris comme étant des choses qui sont déjà au point. Ça, c'est le cas pour l'imprimante 3D qu'on nous promet comme étant, devant envahir nos cuisines pour faire donc les fameuses pizzas ou autres. Aujourd'hui, sont sur le marché que les imprimantes 3D qui servent à faire des chocolats et de la confiserie personnalisée. Pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de blocages. Il y a un certain nombre de choses qui devaient arriver déjà il y a plusieurs années qui ne sont toujours pas arrivées sur le marché. C'est valable pour des capteurs on l'a dit, sur un certain nombre de nutriments pour calculer les applications qui permettent de calculer les calories, par exemple. Donc, encore une fois, avoir un recul critique par rapport à cela, ça me semble très, très important. Ensuite, donc, mesurer la progression, avoir ce recul, et ensuite, pour se projeter déjà dans l'avenir, analyser. Parce qu'une fois qu'on a fait donc ce tri-là, il faut se demander quel est le réel potentiel de ces tendances ou de ces innovations. En regardant un certain nombre de choses, c'est ce qu'on a fait cet après-midi, mais bien sûr, ça demande encore à être approfondi. En premier lieu, l'acceptabilité des consommateurs. C'est vraiment une question majeure pour tout ce qui concerne les protéines alternatives. On en a parlé pour les algues, pour les insectes. Pour les insectes, il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été réalisées dans plusieurs pays. L'acceptabilité est quand même très faible. La viande in vitro, cela diffère selon aussi les pays. Il va y avoir des grosses différences entre, par exemple, l'Amérique du Nord, les États-Unis et la France. Mais on sait, comme Éric Bierloise l'a rappelé en introduction, qu'en France, on est quand même encore assez réticent par rapport à ce genre de choses. Et on peut aussi se demander quelle est la vraie appétence des consommateurs pour les aliments santé ou pour les applications donc, qui vont leur dire quoi manger, comme cela vient d'être présenté. Donc l'acceptabilité des consommateurs à regarder. Également, on l'a évoqué, la rentabilité économique. Plusieurs services ou produits innovants ont été lancés sans faire la preuve de leur rentabilité, qu'il s'agisse dans l'agriculture des fermes verticales, par exemple, qui demandent des investissements considérables, ou encore des sociétés de livraison de repas là, qui se mènent une guerre terrible, alors que pour le moment, la rentabilité est encore loin. L'impact environnemental global, c'est aussi une des dernières choses à regarder. On en a parlé, il manque encore beaucoup d'analyses en cycle de vie sérieuses, indépendantes, pour pouvoir voir quelle est la solution qui est la plus pertinente. Et puis enfin, ça a été aussi évoqué pour les insectes, mais c'est valable dans toutes les innovations, les éventuels obstacles réglementaires, par exemple l'encadrement des allégations santé dans l'Union européenne. Voilà les choses qu'il faut prendre en compte pour analyser. Dernière étape que je vous propose, c'est celle de hiérarchiser. Alors, parce qu'il ne s'agit pas de dire quelle tendance ou quelle innovation a de l'avenir ou pas. Il faut aller un petit peu plus loin et se demander quel est le potentiel de chaque tendance. Et cela selon deux critères. Est-ce qu'elle va continuer à se développer ou bien rester marginale ? Et est-ce qu'elle va concerner l'ensemble de la population ou bien seulement une ou quelques catégories de population ? Ce n'est pas la même chose. Alors, je vous explique, pour faire cet exercice, que je pense qu'on ne peut pas faire à titre individuellement, j'ai demandé il y a quelques mois à une cinquantaine de professionnels et d'experts de l'ensemble du système alimentaire, l'ensemble des maillons de la chaîne, dont certains sont dans la salle, et je remercie notamment Nicolas, de noter sur une échelle de 1 à 10 les tendances suivantes, donc je vais vous montrer, et aussi de commenter leurs notes. Donc 1, c'était la tendance va rester marginale, et 10, elle va vraiment se diffuser à l'ensemble de la population. Alors j'ai pas le temps de commenter toutes ces notes et également les commentaires justement qui permettaient d'expliquer pourquoi certains avaient décidé d'accorder des notes assez faibles à certaines tendances ou innovations. La plupart du temps, encore une fois, c'était en relation avec ces questions d'acceptabilité des consommateurs, puisque la question était posée au niveau de la France, et puis aussi par rapport à ces questions de rentabilité ou de logistique, par exemple, pour ce qui concerne les circuits courts ou autres. Donc je ne rentre pas dans le détail de chaque tendance, je voudrais simplement montrer qu'on peut les rassembler en disant qu'il y a un certain nombre de tendances selon cette enquête, selon ces professionnels qui sont des professionnels de l'innovation, de la R&D, de la stratégie. Donc des personnes qui sont vraiment à la pointe de, de tout ce qui se passe, qui sont vraiment en veille sur tout cela et puis qui lancent même des nouveaux produits ou services. Donc les tendances qui vont à la fois se renforcer et se généraliser à l'ensemble de la population, c'est celles qui sont déjà à l'œuvre, bien entendu, mais qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore loin d'être majoritaires. Donc celles-ci, elles ont encore des marges de manœuvre assez importantes.
Des tendances qui vont à la fois se développer, mais par contre rester limitées, selon encore une fois les personnes interrogées, à certaines catégories de population. Et là, on trouve des tendances comme la livraison de repas qui peut encore progresser, mais qui va concerner quand même des personnes avec un certain pouvoir d'achat et plutôt des personnes dans les villes, puisqu'il faut une certaine densité de population pour que ça soit rentable. Les circuits courts pour des raisons de logistique et de praticité. L'alimentation connectée parce que, donc encore une fois, les personnes interrogées signalaient le fait que ça allait être sans doute utile pour des personnes qui ont vraiment besoin de suivre leur alimentation pour des raisons de santé, par exemple des diabétiques, des personnes qui ont du cholestérol, qui seront réellement allergiques ou intolérantes à tel ou tel ingrédient, mais que le fait de vouloir justement mesurer au jour le jour le nombre de calories ingérées, ce n'est pas vraiment dans la tradition française, ce n'est pas dans le rapport à l'alimentation français qui n'est pas un rapport fonctionnel, ce qui peut être différent encore une fois dans d'autres pays. Et puis le végétarisme, que ces personnes ne voyaient pas se développer de manière massive dans la population, mais comme on l'a vu dans la première diapo, plutôt le flexitarisme. Et puis les tendances sur lesquelles il reste encore beaucoup d'incertitudes, celles qu'on a passées en revue notamment aujourd'hui, parce que, encore une fois, on manque encore de connaissances pour pouvoir évaluer leur véritable avantages par rapport à ce qu'elles sont censées remplacer. Donc on voit bien des travaux de recherche et des expérimentations qui sont en cours, on en a parlé aujourd'hui, et qui vont permettre peu à peu de lever le voile sur cette alimentation de demain qui nous fascine tant. Mais le plus important, c'est de continuer à être en veille, à être en pointe sur l'état des connaissances scientifiques. Et quand je dis scientifique, c'est au sens global, on l'a vu, c'est aussi bien sociologique, anthropologique que scientifique au sens dur. Merci beaucoup de votre attention pour cet après-midi. Au revoir.